Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Géraldine Pouls et comme d'habitude, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce lundi de l'INA qui s'inscrit dans notre cycle consacré au lien entre les médias et les questions climatiques et environnementales et qui a été inauguré le 26 septembre dernier à la Recyclerie. Et pour cette deuxième soirée, nous intéresserons donc à l'histoire du nucléaire, de l'énergie nucléaire, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui est revenue peut-être au cœur de débats et de l'attention médiatique. Et pour éclairer cette question, nous avons souhaité faire appel à une historienne et sociologue de l'histoire des techniques, qui va remettre cette question dans la perspective du temps long, grâce à nos archives, comme d'habitude. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Cézine Topchou, historienne donc, et sociologue technique à l'EHESS, au CNRS et au laboratoire SEMS de l'EHESS, qui va vous présenter sa sélection d'archives, sa lecture, son éclairage donc, de cette histoire du nucléaire à travers les médias. Je la remercie très chaleureusement d'avoir accepté le défi de vous proposer un seul en scène ce soir. Pas tout à fait seul puisque les archives sont là aussi et que nous vous écoutons très attentivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour cette invitation et merci d'être venu. Donc nous allons commencer en fait avec une première séquence d'images de l'INA. Nous les avons groupées sous le titre « Plan Mesmer et les premières mobilisations antinucléaires ». Donc je vous propose de visionner 4 extraits d'images et puis ensuite que je puisse faire quelques commentaires sur ces images. Donc les années 70, en fait, c'est une période chargée de controverses, conflits, disputes autour de ce grand projet, cette grande œuvre, pour reprendre les termes de Pierre Mesmer que vous avez entendu, en vue en fait de faire de la France la puissance atomique mondiale. Évidemment, la nucléarisation, en fait, tous azimuts de la France n'intervient pas dans les années 70. Déjà sous la Ve République, le projet de militarisation nucléaire de la France est un des projets phares, en fait, pour le pays. Sachant que la France, comme on le sait, est le pays des pionnières de l'atome, avec des Marie Curie, Pierre Curie, des Becquerel. Et donc, il y a déjà, en fait, une symbolique très importante dans le fait d'attribuer à l'atome, en fait, une grandeur, d'en faire, en fait, le garant d'une puissance, d'une grandeur pour la nation. Alors, le mot-clé, c'est principal, en tout cas, c'est l'indépendance de la France. Une indépendance donc, qui a été acquise avec l'acquisition de la première bombe atomique le 13 février 1960. Donc, une indépendance nationale et une place finalement obtenue pour la France dans le club des grands, dans une configuration géopolitique évidemment extrêmement tendue en pleine guerre froide. Et avec l'arrivée notamment de la crise pétrolière de 1973, en fait, les investissements réalisés au cours des décennies 50 et 60 en termes technologiques vont être mis au profit donc d'une accélération assez importante, assez impressionnante de projets nucléaires en France. En 1974, donc en fait, est lancé le plan Mesmer par le gouvernement Mesmer, qui est à l'époque le projet le plus ambitieux au monde sur le plan de la construction des centrales nucléaires. Le gouvernement envisage en fait la construction de 200 réacteurs à l'horizon 2000 avec, et à l'époque c'est le slogan d'ailleurs, l'idée de produire 100% de l'électricité nationale d'origine nucléaire. Donc le slogan à l'époque c'est le tout électrique, tout nucléaire.
un projet extrêmement ambitieux qui, en plus, en fait, vise dès l'époque à la fois la maîtrise de l'ensemble du cycle nucléaire, l'ensemble des processus, en fait, de production de l'énergie nucléaire, donc, en fait, allant de l'extraction de l'uranium à l'enrichissement de l'uranium, à, évidemment, la production électrique au sein des centrales, à ensuite la gestion des déchets au travers notamment la technologie de retraitement. Et par ces biais-là, en fait, la France s'ambitionne également à cette période donc, de devenir un des plus grands exportateurs, non seulement des centrales nucléaires, mais aussi des technologies nucléaires. Alors, ce projet, ce plan Mesmer, qui est aujourd'hui à l'origine en fait, de notre parc nucléaire actuel, a été contesté dès le départ. D'une part parce que le projet était annoncé sans aucune concertation publique, sans aucun débat public. C'est un projet en plus donc, qui se basait sur des technologies non encore éprouvées. Donc la question des risques potentiels de l'énergie nucléaire est rapidement devenue en fait centrale aux réactions antinucléaires émergentes. Nous sommes dans les années 70, les mouvements écologistes sont déjà installés dès la fin des années 60 en Amérique du Nord, mais en France et en Europe aussi. Et très rapidement, en fait, la question nucléaire devient une question centrale pour ces mouvements écologistes naissants. Donc d'un côté, les écologistes fortement donc, critiques de l'énergie nucléaire et d'un autre côté, les riverains, les populations locales qui rejoignent le cortège à partir du moment où en fait, elles apprennent qu'une centrale nucléaire émergera dans leur territoire. À ces premières réactions s'ajoute à partir de 1975 en fait la mobilisation d'un nombre très important de scientifiques issus du CNRS, de l'École polytechnique, du Collège de France, qui deviennent les lanceurs d'alerte principales donc, sur la question. Notamment tirant l'alarme sur, par exemple, le problème des déchets non résolus, comme on a entendu dans un des extraits, en tirant l'alerte également sur, notamment, en fait, le monopole de l'information en la matière. Parce qu'à l'époque, en fait, EDF est la seule communicante de toute information relative aux risques, aux limites du projet. Et donc, les scientifiques dissidents, à l'époque, ils sont de nombre de 4000 à signer une pétition dans le monde contre le programme électronucléaire français. Vont en fait rapidement devenir les contre-experts du mouvement antinucléaire qui entre en expansion à partir notamment de 1975 pour devenir un mouvement social national. En fait, je pense que la deuxième séquence va permettre de mieux saisir justement les disputes qui rapidement vont se focaliser sur ces enjeux d'information et d'expertise donc, relative à la question. Mais aussi, un fait est réel, c'est qu'à l'époque, en fait, on assiste du côté des experts du nucléaire, du côté donc, des gestionnaires en fait, d'EDF comme du côté de l'État, à une forte campagne de minimisation de ces risques. En même temps que l'accès à l'information demeure assez longtemps limité, pour ne pas dire en fait couronné de multiples formes de secrets en la matière. Donc dans cette seconde séquence, nous allons pouvoir saisir, repérer en fait certains éléments de ces discours minimisant les risques qui évidemment n'étaient pas les seuls en fait finalement à faire barrage à l'expansion du mouvement antinucléaire qui d'ailleurs ne s'est pas arrêté et qui devenait dans les années 76-77 l'un des plus forts de l'Europe. Il y a eu d'autres formes d'action, d'autres stratégies du côté donc des experts nucléaires et des gouvernants de l'État
entre autres, évidemment, l'usage des forces policières, la répression des manifestations, parce qu'il faut dire que le mouvement antinucléaire qui devient national donc, en cette période, en fait, à la fois faisait recours à une très grande multitude de formes d'action qui n'étaient pas limitées à des manifestations de rue, par exemple, ou des boycotts, comme on va voir, qui rapidement, en fait, inventaient des formes aussi techniques de résistance, notamment à travers la documentation, à travers le développement de contre-arguments donc sur les questions de risque. Il y avait une inventivité aussi, par exemple, sur certains sites, sur le fait d'empêcher que en fait, les terrains puissent être réappropriés par EDF. Donc, en créant des collectifs, en fait, pour garder ces terrains-là, entre autres. Donc, en fait, ces multiples, disons, réactions réparties dans l'ensemble du territoire vont, d'une certaine façon, être gérées. En fait, c'est en tout cas mon argument aussi, l'argument que j'ai développé dans mon livre, par des experts qui, eux aussi, donc, se réinventent pendant ce processus, une fois confrontés à ce phénomène, à ce nouveau phénomène, en fait, qui était les contestations antinucléaires. Donc, la seconde séquence va un petit peu préciser ces aspects. Donc, en fait, vous avez vu les manifestations, les réactions, les contestations se répandent presque autour de tous les sites. D'abord, commencer évidemment sur des sites tels que Bugey, tels que Fessenheim, tels que Flamanville, en fait, elles vont s'intensifier, notamment autour, en fait, du projet de surgénérateur Superphénix, donc à Crémalville. Il faut savoir qu'à l'époque, ce projet était central pour le plan Mesmer, parce que, comme le dénonçait d'ailleurs l'un des manifestants donc à Fessenheim qu'on a vu dans la première séquence, ce surgénérateur en fait était et reste d'ailleurs en fait le symbole principal de ce que les manifestants appelaient de utopie technicienne. Pourquoi? Parce que pour finalement les promoteurs du plan Mesmer, la surgénération devait mettre fin à la dépendance à l'uranium. À l'époque, la France dispose encore des réserves d'uranium, mais qui vont en fait s'épuiser vers le milieu des années 90. La France investit dans les mines d'uranium, notamment nigériennes, mettant en place des compagnies minières, 2 compagnies minières sur place à partir de déjà la fin des années 50. Mais le problème de l'uranium, évidemment, devait se poser au bout de quelques décennies tout de même. Donc, Superphénix, en fait, était censé résoudre ce problème de manière radicale. C'est pourquoi il attirait autant d'attention et de réactions à la fois donc, du côté des promoteurs du parc et à la fois du côté des riverains. D'ailleurs, ces riverains n'étaient pas que français. En fait, des pays voisins, notamment la Suisse, avec leurs manifestants ou des manifestants ou des militants antinucléaires allemands étaient également très, très investis sur ce site-là. On a vu, donc, il y a eu, dans un premier temps, en tout cas, un effort donc, de ne pas communiquer, en fait, l'ensemble des enjeux autour des risques. On l'a vu avec, notamment, Paul Delouvrier, qui insistait en fait sur l'absence de risques relativement donc à des irradiations en les comparant donc à
à une absence tout aussi importante donc, d'un risque de foudre ou d'être foudroyé par la foudre. À l'époque, en fait, concernant le risque des accidents de manière plus générale, voilà, une phase classique consistait à insister sur le fait qu'il était aussi bas que le risque de chute d'une météorite, par exemple. Pour les déchets radioactifs, en fait, un des ministres de l'époque, M. Dornano, par exemple, aussi insistait sur le fait qu'on allait pouvoir les contenir dans une seule piscine olympique pour l'ensemble du parc nucléaire. Et enfin, le grand donc, expert en radioprotection nous étonne dans le premier extrait qu'on a vu, donc Dr Jamet, qui insiste à la fois sur la capacité de la peau à se restaurer donc après avoir été exposée à des irradiations, à la fois minimise en fait l'importance de faibles doses. Tout de même qui a été reconnu bien avant le lancement du plan Mesmer dès les années 28 en fait à l'échelle internationale donc par des experts de radioprotection. Donc ces multiples stratégies de minimisation de risque ont pu en fait persister jusqu'à ce que un collectif comme le groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, donc mis en place par des scientifiques engagés contre le programme électronucléaire à l'époque, puisse contrecarrer ces arguments. À l'époque, on assiste aussi en fait à l'implication d'un syndicat comme la CFDT, CEA et EDF, qui va se singulariser par ce fait parce que dans le monde entier, il n'y a pas un autre exemple de syndicat atomique en fait s'opposant au nucléaire, ce qui était le cas de la CFDT pendant quelques années dans les années 70 et qui va elle aussi servir de contre-expert donc sur ces questions-là, ce qui va permettre en fait d'équilibrer quelque peu les problèmes d'information relatifs au risque nucléaire pendant les périodes. En même temps, en fait, il faut savoir que la France est le pays, en fait, où, à l'époque, les chantiers de centrales nucléaires se développent au plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, les centrales nucléaires émergent en l'espace de 5-6 ans en France avec, encore une fois, 6-7 chantiers mis en place tous les ans à partir de 1975. Comment est-ce qu'on advient à l'époque est-ce qu'on parvient à l'époque à aller aussi vite alors qu'aujourd'hui on sait qu'avec l'EPR de Flamanville notamment des délais de construction sont beaucoup plus longs. En fait, à l'époque, d'une part, des procédures administratives sont beaucoup plus simples. Les enquêtes publiques, par exemple, notamment en France, autour des projets nucléaires ne durent que 3 semaines. Et des obligations de type études d'impact environnemental, en fait, ne vont intervenir qu'à partir de 1978, donc jusqu'à cette année-là. Finalement, en fait, EDF pouvait aller extrêmement rapidement donc dans la pose de béton et dans la construction, dans le démarrage des constructions des centrales nucléaires, ce qui a contribué en partie à affaiblir les réactions antinucléaires en France. On peut le formuler ainsi, en fait, c'est finalement la mise en irréversibilité des centrales nucléaires, c'est-à-dire le fait de poser le béton qui finalement a dans une certaine mesure, en fait, décourager les riverains, les populations locales donc à résister à ces projets parce qu'une fois qu'un projet est qu'un projet sur papier, c'est beaucoup plus facile en fait de s'y opposer que lorsque en fait le béton est posé et que les centrales nucléaires commencent à devenir une réalité. Donc cette réalité en France a vu le jour de manière extrêmement accélérée. En même temps, donc une guerre de l'information et de l'expertise se poursuivait avec une campagne gouvernementale continue pendant la décennie 70 qui consistait à toujours en fait considérer les inquiétudes des Français comme relevant de réactions irrationnelles, de profanes. Et enfin, en fait, il y a eu, comme on a vu, quand même une utilisation importante de dispositifs policiers, notamment donc, qui va mener à une tragédie à Creil-Malville en juillet 1977 avec la mort d'un manifestant, jeune manifestant, donc Vital Michalon. Et c'est un peu un tournant
pour le mouvement antinucléaire parce qu'à partir de ce moment, donc de répression et tragique, finalement, en fait, le mouvement antinucléaire commence à perdre ses repères, y compris en fait dans la fabrique des différents modes d'action adoptés par les différents collectifs, sachant que, comme chaque mouvement, en fait, il s'agissait d'un mouvement extrêmement hétérogène qui n'avait pas toujours un mot d'ordre commun ou consensuel. Et donc, à partir de là, en fait, le mouvement antinucléaire entre dans une période de déclin. Il y entre aussi parce que, en fait, c'est le début finalement des promesses et des espoirs finalement qui sont propulsés par la candidature de François Mitterrand, qui dans un premier temps va se convertir en fait, presque se convertir aux thèses antinucléaires, en fait en formulant une série de promesses dans son programme. Il s'agissait par exemple pour le Parti socialiste notamment de mettre en place un moratoire en cas de victoire pour des nouveaux projets de centrales nucléaires. Il était promis également que le projet d'extension de l'usine de La Hague, qui était en fait le projet qui devait en fait finalement faire de la France le pays qui retraite les déchets étrangers, allait être stoppé. En fait, François Mitterrand promettait également un grand débat national donc, sur la question énergétique et de trancher sur le moratoire donc, à l'issue de ce débat-là. Une fois au pouvoir, il renonce à la majorité de ses promesses, à l'exception en fait de celle qui en fait consistait, qui comprenait le projet de construction de la centrale de Plogoff en Bretagne. C'est-à-dire qu'en fait c'est le seul site qui a été abandonné. On le découvre entre autres dans les archives de l'INA également. En fait, c'était un gage qui était attribué à EDF d'une certaine manière parce qu'il y avait une quasi-guerre en fait à Plogoff. Les réactions étaient tellement fortes que c'était une prise de risque politique extrêmement importante que de forcer ce projet-là. Vous l'avez vu dans le dernier extrait, des enquêtes publiques ne pouvaient plus se tenir. Il y avait un sabotage continu pendant des semaines. Finalement, des mairies annexes ont été mises en place en fait, pour pouvoir faire tenir ces enquêtes publiques, qui est une obligation légale. Et enfin, des hélicoptères militaires n'ont pas pu empêcher finalement les riverains donc, de bloquer les routes, de se mobiliser, de s'opposer à ce projet. Des riverains qui étaient en fait constitués et des femmes et des hommes et des agriculteurs et des pêcheurs et des élus locaux. Donc finalement, c'est seulement ce projet qui sera abandonné au profit donc, d'une poursuite des projets nucléaires tels qu'envisagés par le gouvernement précédent, c'est-à-dire de droite. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 1981, le conflit nucléaire cesse aussi donc d'être un conflit droite-gauche pour entrer encore dans une nouvelle phase, plutôt donc de silence d'ailleurs, sauf autour en fait des projets de stockage de déchets radioactifs. Et ça, on le verra notamment en 1986, c'est-à-dire avec l'arrivée de l'accident de Tchernobyl, comment ça influe finalement cet accident sur les réactions antinucléaires en France, mais aussi, voyons d'abord comment ça finalement ressuscité en fait les hypothèses, les postulats des gestionnaires du nucléaire et de l'État en ce qui concerne rien qu'en fait les moyens de communication nécessaires de l'énergie nucléaire et de ses risques. Séquence 3 donc. Avec la survenue de l'accident de Tchernobyl, en fait, ce qui devient évident pour une bonne partie des Français et des Françaises, c'est l'importance du problème d'information et des secrets nucléaires. En fait,
on peut même dire que l'accident de Tchernobyl, de manière intéressante, montre qu'en France, en fait, le problème de l'information et de gouvernance du secteur était considéré comme un problème beaucoup plus important que le nucléaire lui-même, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans l'immédiat après l'irruption de l'accident soviétique, alors que dans les pays voisins, en fait, on a assisté à des manifestations de masse revendiquant la sortie de l'énergie nucléaire parce que très dangereuse, parce que susceptible de contaminer l'Europe entière. En France, on n'a pas assisté en fait à ce type de réaction ou de contestation massive dans un premier temps. Ce qu'on a observé, c'est en fait plutôt une guerre justement d'information toujours, pour montrer, pour démontrer, pour prouver que l'État est défaillant en fait dans sa manière de gérer ce secteur-là. Le fait que en fait même les informations basiques relativement à la contamination des sols, donc au niveau national, soient retenues du moins dans un premier temps, et lorsque les cartes seront prêtes, d'ailleurs de manière surprenante ou non surprenante, il y aura des lacunes dans ces cartes-là, notamment par exemple la Corse sera oubliée de la carte. Après il va s'avérer que la Corse a des segments quand même contaminés par des becquerels donc issus de l'accident. Donc une défaillance de l'information qui s'avère quand même immense, et aussi finalement une incapacité de la part des dirigeants en fait à s'accorder sur des gestes simples de protection tels que le lavage des salades ou le fait de devoir faire attention au lait pour nourrissons, etc. Et donc ce type d'exagération, si on peut dire en fait, de prudence vis-à-vis de l'opinion publique, et en fait prudence surtout à ne pas vouloir la déranger, l'inquiéter, à ne pas lui faire peur, donc à ne pas communiquer en fait les informations nécessaires, va finalement en fait avoir pour conséquence une nouveau forme de militantisme sur le plan de contestation antinucléaire. Et cette nouvelle forme de militantisme, on peut entre autres la décrire avec l'irruption des laboratoires associatifs ou citoyens de mesures de radioactivité comme la CRIRAD dans la Drôme ou l'ACRO donc dans l'Ouest. Donc des citoyens qui désormais en fait décident de prendre en charge l'affaire nucléaire, qui décident de faire des mesures de contamination de l'environnement, de contamination des produits alimentaires, parce que l'État en fait s'avère en tout cas peu bavard ou défaillant donc dans la réalisation de ces tâches-là. Cette nouvelle forme de militantisme donc, qui est différente par rapport à des formes qu'on a observées dans les années 70 va notamment en fait être à l'origine dans les années 86, pendant la décennie qui suit l'accident de Tchernobyl, à l'origine de lancement de nombreuses polémiques, controverses, de lancement de nombreuses alertes en fait médiatiques autour des problèmes posés donc par le fonctionnement quotidien des centrales nucléaires. Tantôt donc des rejets par exemple inautorisés ou anormaux des centrales nucléaires, tantôt la découverte d'un sanglier radioactif dans le sud et les tentatives pour comprendre pourquoi. Quelques années après l'accident de Tchernobyl, il y a eu aussi la mise en place donc d'un atlas de contamination du territoire national réalisé par la CRIRAD, donc comme pour montrer que c'était possible en fait d'avoir des mesures précises relativement à des impacts de l'accident soviétique. Donc voilà, il y a eu en fait toute une décennie de lutte un peu transformée pour finalement en fait parvenir à forcer les institutions à devenir plus transparents et aussi à forcer finalement l'État à rendre l'expertise nucléaire indépendante. Des restructurations finalement des organismes étatiques interviennent entre autres en fait grâce à ces lobbying donc associatifs militants citoyens, mais
elles n'interviennent pas en fait très rapidement. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants, donc alors géré, c'est-à-dire géré en 86 par M. Pellerin, par exemple, ne va être refait que seulement en fait après le départ à la retraite de professeur Pellerin, donc 10 ans après l'accident de Tchernobyl. De même, en fait, pour des organismes de sûreté et leur restructuration et leur réorganisation en tant qu'organisme indépendant, il va falloir attendre les années 2000. À côté de ces développements-là, en fait, interviennent à partir de la fin des années 80 et encore plus dans la période dans les années qui vont suivre, en fait, les affrontements, les conflits autour des projets de stockage des déchets radioactifs, ce qui mène en 91 le gouvernement en fait a promulgué donc une loi connue sous le nom de la loi Bataille, en fait, qui ouvre la voie à 3 types de solutions à étudier donc pour ce problème-là. Et en 2005, en fait, on va assister en France, notamment à l'évaluation de l'option dite de stockage géologique en profondeur. Enfin, la décennie qui suit l'accident de Tchernobyl est marquée en fait par d'un côté une affaire sanitaire importante en fait qui est celle liée à la polémique autour d'un surcroît de leucémie infantile aux alentours de l'usine de La Hague, avec notamment donc une alerte scientifique lancée par le professeur Jean-François Viel, dont vous avez vu donc une intervention dans la séquence précédente. Donc ce professeur en fait explique à la fois sa solitude, sa marginalisation suite à la polémique qu'il lance donc en se basant sur ses études épidémiologiques. Et d'un autre côté, il faut savoir que c'est une affaire en fait qui va aussi être importante dans une certaine restructuration de l'expertise autour de l'expertise officielle en fait autour de l'impact sanitaire des centrales nucléaires en France, parce que à partir de cette polémique, à partir de cette controverse qui devient d'ailleurs très très forte à la fin des années 90, un organisme notamment comme l'IPSAN met en place des commissions pluralistes donc d'expertise en fait pour donc ouvrir l'expertise aux contre-experts, aux groupes citoyens, pour finalement en fait permettre donc une autre évaluation de l'impact sanitaire des installations comme celle à La Hague. Je ne vais pas pouvoir détailler, mais on peut y revenir dans le débat évidemment, c'est-à-dire aux tenants et aboutissants de ces développements, si on peut les évaluer évidemment en quelques minutes qui nous resteront. Enfin, il faudrait simplement dire, et le temps passe très très vite, et je ne vais pas le dire finalement, de fait. Je vérifie mon temps et je suis assez longue. Donc, on va finir par la dernière séquence. Oui, on a vu que Superphénix a été arrêté en 97. C'est une installation qui fonctionnait assez peu, en fait, à cause de la complexité technique et aussi voilà, des problèmes relatif au coût de cette installation. Finalement, donc, on arrive à la décennie suivante, aux années 2000 notamment et 2010, avec encore d'autres développements que la séquence qui intervient maintenant nous présente un peu et on reprend. Merci. On le voit, en fait, finalement, l'industrie nucléaire ou le secteur nucléaire est un des rares secteurs qui fait l'objet d'une contestation durable tout au long de son existence.
C'est le cas depuis en fait les premières découvertes en fait autour de la radioactivité, plus encore donc à partir de 1945 et jusqu'à nos jours. Évidemment, vous l'avez constaté et vous le savez aussi, ces contestations, ces réactions changent de forme, changent aussi d'ampleur selon les périodes. Il y a des cycles de ces contestations. Dans la période la plus récente, c'est-à-dire depuis la dernière décennie ou les 2 dernières décennies, on assiste en fait à la fois à de nouvelles identités forgée pour l'énergie nucléaire, notamment une identité écologique en fait, donc face à la menace climatique. C'est-à-dire qu'en fait, à partir déjà de la fin des années 80 et plus encore à partir des années 2000, l'énergie nucléaire va commencer à être considérée comme une solution à un problème écologique majeur, donc pour le problème climatique, alors que dans les années 70, précisément, c'était considéré du côté, en tout cas, des citoyens, du côté des mouvements écologistes antinucléaires, comme étant le problème majeur pour l'écologie. Donc, il y a chaque fois à la fois donc, une refonte des critiques, des contestations et une refonte des manières de finalement tirer profit de certains bénéfices de ce secteur et aussi de discuter de ces défaillances, de ces désavantages, etc. Je ne vais pas être longue parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour le débat. Malheureusement, mon temps aussi était compté, donc j'ai pu être extrêmement, je pense, fractionnaire en fait dans tout ce que j'ai pu vous dire. Aussi en essayant de rendre justice à ces extraits donc, qu'on a vus. Donc je propose que tout de suite nous ouvrions donc, le débat et ce qui sera aussi l'occasion de revenir notamment à la dernière séquence qu'on a vue autour à la fois maintenant donc, de l'ambition française à relancer le nucléaire, comme vous le savez, et à la fois les problèmes qui persistent et que certains acteurs, actrices, du côté notamment des mouvements écologistes antinucléaires, en fait, toujours insistent à faire savoir, à faire valoir et qui mettent en fait comme condition de discussion donc, de l'avenir de ce secteur. Et comme toujours, je fais passer un micro pour que l'on entende bien vos questions. S'il y en a. Merci madame. Moi j'ai une question, on a beaucoup parlé des coûts de construction. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'on n'a démantelé aucune centrale nucléaire pour l'instant, entièrement, est-ce que vous savez combien ça représenterait de démanteler les centrales qui seront à l'arrêt définitivement ? Je vais, avec tout ce que je peux avancer, être assez imprécise. Donc, en fait, je vais vous conseiller de consulter à la fois les rapports de la Cour des comptes sur cette question. À la fois, il y a aussi, en fait, des prix qui sont avancés par EDF, évidemment, et d'autres industriels. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche. Je me demandais si vous pensez que les chercheurs, les historiens, les sociologues, les archivistes ont un rôle à jouer dans le développement d'une meilleure information pour le public, pour les citoyens, sur cette problématique du nucléaire, puisqu'on le voit finalement, ça a été une grande partie de votre intervention, ça a été de montrer que cette communication de l'État semble, d'après vous, d'après les extraits que vous avez montrés, assez défaillante. Donc est-ce qu'il n'y a pas une place là quelque part pour non seulement les experts en sciences dures,
qui sont les premiers concernés, mais aussi sur justement un retour d'une certaine manière en seconde place, au second rang, des chercheurs en sciences humaines et sociales. Merci. Merci. Rapidement, on pourrait dire qu'il y a différents niveaux d'information, évidemment. Concernant l'information ou les informations donc, à produire pour finalement contribuer à la transparence autour, par exemple, des questions de risque, beaucoup d'efforts ont été faits. En fait, et il reste encore des efforts à faire, et je pense que c'est la responsabilité évidemment de chaque chercheur, chercheuse de contribuer à cet effort, tout en sachant qu'il faut dans ce secteur comme dans l'ensemble en fait des domaines, des moyens finalement de protection des individus, enfin des chercheurs, des experts, notamment lorsqu'ils doivent en fait jouer un rôle de lanceur d'alerte, par exemple. Donc ça, c'est très important. Après, il y a encore d'autres niveaux d'information qui se dégagent en fait de votre propos, notamment en fait la vulgarisation scientifique. Et évidemment, cette tâche est extrêmement importante quand il s'agit des secteurs à haute complexité technique. Donc, évidemment, les efforts de l'INA, les efforts des bibliothécaires, des archivistes, de tout type de communicants, mais aussi, ça n'épargne pas du tout les chercheurs, chercheuses, et qui ont aussi, en tout cas à mon sens, en fait, ce devoir de rendre accessible finalement leur savoir au grand public, voilà, en ne prétextant pas d'autres urgences, notamment relatives à des publications donc plus inaccessibles, etc. Je me permets de reprendre la parole puisque j'ai le micro et j'ai une question un petit peu complémentaire. Vous avez insisté sur le moment Tchernobyl où là vraiment il y avait une critique vis-à-vis de la communication gouvernementale. Vous avez dit que ça s'était même le débat s'était même cristallisé là-dessus, sur cette idée de transparence du gouvernement, des médias, peut-être plus que sur le nucléaire lui-même. Est-ce qu'à d'autres moments il y a eu à votre connaissance des phénomènes de remise en cause des journalistes ou des débats dans les milieux médiatiques sur la manière de couvrir ces questions, puisque comme vous l'avez dit, ce sont des questions extrêmement techniques, on prend la mesure de la complexité des enjeux quand on voit les extraits, et que finalement on a l'impression d'une guerre d'experts aussi encore aujourd'hui très importante. On sait qu'il y a beaucoup de désaccords et c'est très difficile de s'informer en fait. Est-ce que les médias généralistes ont à un moment se sont saisis de ces questions, de la question du débat scientifique, de la vulgarisation, à votre connaissance, sur le nucléaire, comme ça s'est fait par exemple au moment du Covid, où là il y a eu des débats dans les rédactions sur la meilleure manière d'informer sur ces questions sanitaires. Est-ce que sur le nucléaire il y a eu des moments d'interrogation ou pas trop finalement? En fait, l'accès à la parole médiatique est un combat de longue date dans ce secteur-là. Je dirais même c'est un enjeu historique et encore contemporaine. Votre question est à la fois très importante, intéressante et extrêmement vaste. Donc, je pense qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps pour nous y atteler. Très rapidement, parce qu'on l'a vu, en fait, ce cas-là, c'est-à-dire le moment, par exemple, 97-99 de polémique autour des leucémies de la Hague était également, en fait, un moment de remise en question, effectivement, de l'accès à la parole médiatique, en fait, de différentes voix expertes contre expertes ou de différents avis divergents autour de la question, parce que lorsque des commissions pluralistes d'expertise, par exemple, ont été mises en place, évidemment qu'il y a eu comme résultat de ces expertises de plusieurs années, comme conclusion qui consistait à dire que les experts ne disposaient pas encore suffisamment d'éléments pour conclure à une relation de cause à effet entre en fait, l'impact sanitaire de l'usine de la Hague et le surcroît de leucémie infantile observé par certains médecins. Mais voilà, ça c'est une conclusion qui, si on peut dire, en fait, est conditionnée à
entre autres, un processus de ce qu'on peut appeler de fabrique d'ignorance relative à l'impact sanitaire parce que des études épidémiologiques étaient défaillantes au cours des décennies. Donc, effectivement, que les commissions d'expertise, y compris les plus indépendantes, les plus pluralistes, ne puissent pas trancher à cause de ce défaut n'est pas très étonnant, mais que les médias, en fait, d'un coup, affichent que l'usine de La Hague est sans danger est une manière de résumer et de vulgariser qui nécessite réflexion. Il n'y a pas que cet exemple, mais j'ai donné cet exemple aussi pour insister sur le fait qu'au-delà de la bonne ou mauvaise volonté de tel communicant, ce qui, je pense, est plutôt marginal comme question, il y a toujours en fait la complexité qui consiste en fait à résumer ce que dit le propos scientifique ou la parole scientifique une fois qu'elle est bouclée. C'est-à-dire la fabrique derrière d'un résultat d'une commission d'expertise est très rarement en fait accessible, ou en tout cas dans nos sociétés accélérées, on n'a pas accès à ce qui réside aussi derrière, comme des réserves d'experts, par exemple, comme des bémols. Enfin, ce qui est assez frappant et fascinant dans la plupart de ces rapports d'expertise, d'ailleurs, c'est souvent en fait les parties annexes, par exemple, en fait, où beaucoup de réserves, beaucoup de zones d'incertitude, etc., sont détaillées. Donc, je voulais plutôt insister sur cet aspect, mais évidemment, votre question nécessiterait d'être traitée de manière plus élaborée. Et vous-même, par exemple, est-ce que vous avez été sollicité pour intervenir, je sais pas, dans des écoles de journalisme ou dans de la formation à l'éducation média, puisqu'on voit que finalement vous avez une expertise en effet en sciences humaines, mais qu'en fait vous êtes vous pouvez être aussi experte dans la contextualisation de ces discours médiatiques. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a déjà demandé ? Il m'est arrivé ponctuellement en fait d'intervenir effectivement dans différents types de formations journalistiques ou d'ingénieurs ou de scientifiques, mais je reconnais également qu'il faudrait renforcer l'effort. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai une dernière question. On a vu tout au long de votre exposé l'histoire du nucléaire à travers les manifestations, les grèves et compagnie. Aujourd'hui, il y a le gouvernement qui nationalise EDF. On a l'impression aussi qu'il y a de moins en moins de contestations vis-à-vis du nucléaire. Il y a des écologistes qui se prononcent en faveur aussi du nucléaire. Vous, à l'instant T, aujourd'hui, comment vous jugeriez le regard de la population française, le ressenti vis-à-vis de cette nouvelle aventure qu'on appelle EPR2 ? Les positionnements risquent à nouveau en fait à être polarisés. Je voudrais annoncer le démarrage dans 10 jours d'un débat public qui est organisé par la Commission nationale des débats publics autour des deux projets d'EPR prévus à Penly par le gouvernement. Et je pense qu'il serait intéressant d'observer les différentes prises de parole, les différents arguments pour ou contre, ou entre les deux, en fait, vis-à-vis de ce projet, parce que ce projet est en même temps annonciateur en fait d'une ambition plus large, comme on le sait, qui consistera à renouveler le parc nucléaire avec dans un premier temps la construction de 6 EPR et puis éventuellement davantage si les investissements peuvent être financés. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Il est nécessaire après la sortie, on l'espère, d'une période très difficile d'épidémie et de confinement,
en fait, ne pas oublier la nécessité de vraiment avoir un débat pluraliste, contradictoire autour d'une question aussi importante comme la question nucléaire. L'an dernier, en novembre 2021, lorsque le président de la République a annoncé que les Français et Françaises devaient avoir leur 3e dose de vaccin et 6 EPR, nous, les analystes, nous avons eu un peu peur qu'en fait, cette annonce puisse être faite de façon aussi top-down, alors que précisément, depuis les années 70, en fait, l'enjeu démocratique, ça consiste à permettre finalement aux Français et Françaises d'être consultés, de s'exprimer et de vraiment avoir leur mot à dire, d'être des citoyens à part entière finalement, comme disait l'un des manifestants, encore une fois, qu'on a entendu, je crois que c'était dans la première séquence. Donc c'est extrêmement important de ne pas perdre de vue cette exigence démocratique, qui est d'ailleurs aussi une exigence légale. Simplement parce qu'on a eu une pause, entre guillemets, avec les pandémies. Alors je repose la question pour que tout le monde l'entende bien. Est-ce qu'il faut donc finalement relancer un débat, ou est-ce qu'on peut considérer, comme il y a une élection présidentielle entre-temps, que le fait d'avoir été élu président sur ce programme vaut blanc-seing démocratique, ou est-ce qu'il faut pas recourir à un référendum? C'est ça votre question? D'après les conventions européennes et internationales, en fait, tout grand projet d'envergure nationale susceptible d'avoir un impact important sur l'environnement et sur la santé des populations doit être soumis à des débats publics, à des débats contradictoires, à des consultations citoyennes. Donc la légitimité parlementaire, en fait, ne rend pas caduque, en fait, d'une part, ses obligations, et loin de là. Et d'autre part, les enjeux changent, la conjoncture géopolitique aussi, et en fait, des nouvelles données arrivent, y compris pendant le temps d'un mandat présidentiel. Donc, il n'est que plus sain, en fait, de toujours ouvrir ce débat-là lorsqu'il s'agit des investissements à la fois économiquement aussi importants, mais aussi sociétalement aussi marquants, finalement, en fait. Merci beaucoup, Cézine Topchou, pour votre intervention et vos réponses à nos questions. Je me joins au remerciement très très chaleureux du public, et je vous donne rendez-vous pour le prochain lundi de l'INA le 21 novembre, et ça sera donc toujours dans le cadre de ce cycle sur les liens entre médias et environnement, une soirée consacrée aux liens entre le sport et l'environnement. Évidemment, nous serons au moment du lancement de la Coupe du Monde, mais que vous soyez fan de foot ou pas, vous serez les bienvenus, parce qu'on va essayer une fois de plus de remettre ces débats un peu dans le temps long, de retravailler la question à partir des archives et de montrer comment ont été reconfigurés en fait les liens entre les compétitions sportives, la pratique sportive, qu'elle soit professionnelle ou amateur, et les questions environnementales, parce qu'à plusieurs moments, le sport a été l'occasion de faire passer un certain nombre de messages sur la protection de l'environnement. Donc on reviendra sur cette histoire-là avec deux experts qui seront Fabien Archambault, historien du sport, et Tarek Ben Mansour, c'est bien ça, boxeur. Donc sportif lui-même. Voilà, ce sera deux experts donc le 21 novembre, ici même. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, Alina, pour cette invitation, et merci à Catherine, à Lara, à Elodie de m'avoir si bien accompagnée pour la préparation de cette soirée. Et déjà, Catherine Gonard pour l'invitation, Léna Bouchardot qui a été extrêmement assidue et très efficace et méticuleuse dans le choix des archives, et également donc Elodie et vous, et aussi d'autres collègues que je n'ai pas pu citer. Merci beaucoup, et merci à vous pour votre participation.